Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Un livre, une histoire. Aujourd'hui, je reçois l'immense Alioune Frandiaï qui a été révélé par l'ORTM comme réalisateur. Il est aussi scénariste, metteur en scène. Ça, c'est entre autres les casquettes que je vous cite aujourd'hui. Il a d'autres talents. Et il nous arrive du Mali avec un livre très riche qui parle de nous, qui parle de notre histoire, de ce que nous étions, de ce que nous étions censés être et de ce que nous sommes aujourd'hui. Et il aborde également quelques pistes pour solutionner. Et donc le livre est intitulé On n'est pas Banyango, on le devient. Comment l'absence de citoyenneté cancérise la société malienne. Bonjour Monsieur Ndiaye. Bonjour Elijah. Merci d'être venu faire la promotion de votre livre chez nous dans l'émission Un livre, une histoire. Donc votre livre, le nom On n'est pas Banyango, on le devient. Donc comment l'absence de citoyenneté cancérise la société malienne. Pour faire un petit résumé de votre livre décrit le processus qui a conduit le Malien, autrefois Horon, Ma, avec le Dambé, qui avait peur du Haké, du Nyama, à devenir le Banyango aujourd'hui, spécialiste des petits arrangements privés généralisés qui gangrènent la société, du sommet de l'État jusqu'à l'intérieur du cercle familial. Vous présentez la citoyenneté malienne comme un logiciel qui, au fil du temps, a été attaqué par plusieurs virus. Ces virus sont l'esclavage, l'islamisation barbare menée entre autres par El Hadj Omar Tall, la colonisation qui a laissé un héritage que nous avons du mal à défaire. Vous finissez par une proposition de chapelet de solutions pour reconstruire le citoyen, le Horon, le Ma, qui sera au centre du Benkan Fanga, plus adapté à notre société, plutôt que le Bédié Fanga. Est-ce que je résume bien votre livre? Ben, très bien résumé Elijah. Et, euh, et, et l'objectif du livre, c'est véritablement de lancer un peu la réflexion, que nous puissions sortir de ce cercle infernal qui, nous, qui, qui nourrit aujourd'hui la crise. Voilà un peu ma démarche. Pourquoi vous avez choisi cette thématique-là plutôt que de faire un livre sur le théâtre ou la production audiovisuelle? Mais je trouve que l'essentiel des événements, des écritures, des créations de spectacles vivants, d'émissions de télévision, l'essentiel de nos productions au niveau des Blomba a pour axe éditorial l'éducation à la citoyenneté. Et il se trouve que de plus en plus on a l'impression de crier un peu dans le désert. Et donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire un stop, résumer notre observation de la société et puis en faire un essai, et puis le publier, créer le débat. À partir de ce débat-là, reprendre notre activité naturelle qui est la production des spectacles vivants et des événements d'éducation à la citoyenneté. Vous commencez votre livre par cette affirmation. Notre histoire n'est pas documentée. Est-ce vraiment la clé de nos problèmes ou bien l'abandon qui a toujours fait ce que nous avons été de plus noble? Ben oui, parce que la colonisation véritablement a cassé notre système d'organisation, notre manière de transmettre nos connaissances. Quand je dis connaissances, je parle de toutes les connaissances, de l'astrologie à la connaissance littéraire. Et l'école a pris la place. Et nous, nos ascendants ont développé un système de défense, un système de résistance qui a mis l'école et tout ce qui en est issu en dehors de la société. Donc ce qui fait que l'école a pris, malgré tout, la place de l'outil de transmission de savoir et nous, nos savoirs n'ont pas été mis dans ce processus-là. Et bien, la transmission a été cassée et puis on a perdu beaucoup de choses. Et donc notre logiciel a dû ramer, s'adapter. Et c'est ça qui a amené cet état d'esprit-là. Vous avez quand même consacré 4 pages à remercier des gens. Vous n'avez pas peur en faisant la liste des gens à remercier, à vous créer de nouveaux ennemis, sachant que vous en avez déjà de par votre activité, vos prises de parole. Vous n'avez pas peur de devenir infréquentable? Non, en fait, j'ai cité des gens pour assumer le fait que je suis en lien avec ces personnes. Et assumer le fait que, bon, ce sont ces personnes-là aussi qui m'ont fait. Parce qu'un homme ne peut pas se faire. C'est
Et c'est ce que j'ai dit, c'est au gré des rencontres, c'est au gré des soustractions, des additions qui font un homme. Et donc, souvent, on a plus ou moins dit des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, j'assume mes rapports avec ces gens. Et maintenant, c'est une sorte de biographie, tout simplement. Voilà qui je suis, voilà mes parents, voilà ma famille, voilà ceux qui m'ont contribué à un truc, voilà mes amis, voilà ceux qui ont contribué à des moments très importants de ma vie, à aller un palier plus haut, etc. etc. Et d'ailleurs, vous déclarez votre amour à votre femme. Oui. Ça, c'est rare, donc vous êtes à féliciter pour ça, parce qu'on est d'une société où on est assez pudique. Et la plupart du temps, je pense qu'on regrette de ne pas dire ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, il y a un brassage mondial qui fait qu'on voit les autres faire. On aimerait, mais des fois, on n'a pas les mots, on n'a pas les situations, donc c'est courageux de le faire. Ben parce que ma femme, c'est la meilleure manière de lui dire que je l'aime, parce que être l'épouse d'une personne comme moi dans un environnement comme le Mali, ce n'est pas facile. Parce que moi, j'ai tendance à être un peu trop indépendant de la société malienne. Ce qui n'est pas, quand on est l'époux d'une personnalité comme ça ou d'une personne comme ça, ce n'est pas facile à vivre. Et c'était la meilleure manière de la remercier pour son accompagnement. Dans la première partie de votre livre, vous commencez par une introduction qui résume un peu, que moi j'ai aimé lire. Disons-le brutalement. Je suis d'un territoire que d'autres peuples ont imaginé, dessiné et nous ont légué selon leurs intérêts géostratégiques. C'est avec cet hérissage que je dois construire mon devenir, l'avenir de mes enfants, participer à la conversation mondiale, à la sauvegarde de la planète et à l'accès aux bienfaits de ce monde. Cet héritage, c'est le Mali. C'est le Mali de Modibo Keïta qui nous a conduits à l'indépendance, mais a voulu nous imposer un modèle socialo-communiste en déphasage avec les réalités du pays. De Moussa Traoré, qui nous a débarrassés d'une dérive totalitaire, mais s'est voulu empereur sans partage. D'un Alpha Omar Konaré qui a maintenu le flambeau de la liberté et de la démocratie, mais n'a pas su faire de l'éducation, n'a pas su mettre l'éducation nationale en phase avec ce modèle de société. De Amadou Toumani Touré qui a porté le développement des infrastructures du pays, mais a omis l'éthique dans la représentation de l'intérêt général. De Ibrahim Boubacar Keïta qui a la lourde tâche de nous sortir d'une crise sans précédent dans notre histoire et de nous mettre sur les rails de la modernité, mais dont la gouvernance est empoisonnée par la crise du Nord et inquiète jusqu'à l'habitant de Mpessoba. Mpessoba, c'est pas très loin de Bla. Pourquoi vous n'avez pas dit Kita ou Kai ou pourquoi Mpessoba? Mais et quand je suivais ma formation dans la tradition bamana, et mon maître était dans un hameau de village, c'est-à-dire il n'était même pas dans un village, dans un hameau de village. Et il n'était pas très loin de Mpessoba, donc il permettait que j'aille me reposer souvent à Mpessoba. Et Mpessoba est devenu mon unité de mesure. Quand je parle de tout, c'est de l'habitant de Mpessoba qui est devenu mon unité de mesure. Bon, on en profite pour dire bonjour aux populations de Bla, pour qui j'ai beaucoup d'amour. Et donc, pour revenir à ce passage-là, donc vous avez taillé un costume à tous les présidents du Mali. Et est-ce qu'ils auraient pu faire autrement? Difficilement. Difficilement, ils auraient pu faire autrement parce qu'ils étaient dans leur temps et c'était comme ça qu'ils étaient portés et c'était comme ça partout, autour d'eux-mêmes. C'était à un moment donné le parti unique, c'était ça qui était à la mode, tout le monde venait au parti unique. C'était le régime fort militaire, tout autour, c'était comme ça, comme aujourd'hui c'est la démocratie. Donc on a été toujours maintenus dans ce cercle infernal. Mais c'était une manière de dire aussi que nos présidents ont fait de leur mieux. Et que là où ça coince, c'est chez nous, c'est toute la société. Il va falloir que la société véritablement se retrouve, qu'on se mette d'accord sur quelque chose et que les règles et la société commencent à faire corps. Parce que c'est ça qui est l'essentiel de notre problème. C'est que depuis la colonisation où, comme je dis, le Nyama,
le danga ne nous pousse plus à ne pas faire du mal. C'est les règles. C'est la loi, on a plus peur de la loi que du hacké, que du nyama, etc. On n'a même pas peur de la loi, mais en tout cas, c'est devenu le référent. Dans la médiocrité de nos comportements, il n'y a que la loi qui a la plus belle part. Donc le but du jeu, c'est comment travailler à faire, parce qu'on a une société qui ne lit pas quand même. Maintenant, comment travailler à imaginer. Et qui ne produit pas aussi d'outils didactiques. Voilà. Et le but du jeu, c'est de produire ces outils didactiques. Et justement, vous êtes allé vous former et vous rendez hommage, par exemple, à Youssouf Tata Cissé, paix à son âme, qui était une grande personnalité de notre culture qui est partie. Et donc, c'est lui qui vous fera découvrir la charte du Mandé, le fameux, comment dire ça, le fameux pacte du Kouroukanfoua. Et donc, il va être le soubassement du Mandé. C'est un peu ça. Et donc, Youssouf Tata Cissé, qui vous a mis en contact avec voilà, avec Toumansé. Et donc, vous avez découvert le Mandé Kalikan. Et qu'est-ce que c'est que le Mandé Kalikan? En fait, c'est véritablement une sorte d'engagement du chasseur, le chasseur du Mandé. Voilà. C'est cet engagement-là, et ça a servi de base. Ça a servi de base à la codification de la société mandingue telle qu'on le connaît. Donc c'est de là que part votre fameux logiciel. Voilà. Donc le logiciel qui devait permettre de faire fonctionner confortablement notre société en prenant comme référence nos façons d'être, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. C'est finalement ce Mandé Kalikan entre les chasseurs. Non, j'essaie de dire que les valeurs humaines sont à la limite immuables, pour ne pas... Depuis, c'est-à-dire chez les Occidentaux, chez les Asiatiques, chez les Africains, quand on étudie bien nos cultures, les bases de valeurs humaines, dans ce qu'on dit les droits humains, sont les mêmes. Je prends un exemple. Moi, mon formateur, mon maître de la tradition bamana, il me dit l'homme, c'est trois œufs. Kili, ça va. Premier des œufs, kokli, adamadin kili, c'est-à-dire c'est le testicule et les ovaires. Et c'est ça qui donne la vie, dit l'âme. Kili foloy, moro kili, c'est-à-dire dogo kili ni kokli farale nyokonka, obe nindi. Nikuradi. Voilà. Nikuradi est obe nindi di. Au nindi dira quand on a la vie et qu'on on existe physiquement et tout, il y a le deuxième pilier qui arrive. Ça, c'est l'esprit. Il dit Donia Kili. Le deuxième œuf, c'est l'esprit. Il dit Donia Kili. Et Donia Kili, Hakli. Quand on est là, on existe, on a le volume et qu'on n'a pas l'esprit, il n'y a pas une grosse différence entre l'être humain et l'animal. Et c'est l'esprit qui nous différencie. Et après, il y a le troisième Kili, le troisième E. Il parle de musique. Il dit Donkili. D'accord. Donkili. Il dit quelqu'un qui chante, ça veut dire qu'il n'a pas faim. Ça veut dire qu'il n'a pas mal à son corps. Ça veut dire qu'il peut dire ce qu'il veut. Il peut aller voir qui il veut. Il peut véritablement parler et dire ce qu'il entend dire, mais dans le respect de est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une différence entre ça et les droits de l'homme, etc. Donc c'est ça, et toute la société mandingue s'est organisée pour défendre ça, que l'homme ait la vie, mange et n'ait pas de mal sur son corps, et puis anisongadja, et puis qu'il soit heureux. Et donc ces trois sont les bases de l'humanité sur le Bamana. Et je pense que c'est la même chose chez l'occidental, c'est la même chose chez l'asiatique. Et donc comment organiser la société pour que nous soyons totalement en phase avec ça. Mais la société évolue.
C'est-à-dire Sundiata et Mahomet étaient dans un environnement physique qui est totalement différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans des voitures, dans des maisons construites à étages. Nous parlons à des millions de téléspectateurs et spectateurs tout en étant dans notre petite maison. Nous pouvons appeler quelqu'un à 10 000 km et discuter avec lui. Quelque chose se passe à 20 000 km de nous et en temps réel, on le voit, etc. Est-ce que notre organisation peut être la même que Sundiata ou Mahomet et être en phase avec les trois piliers que j'ai. Donc c'est difficile. Donc le but du jeu, c'est de comprendre ça, de digérer ces informations-là et de nous adapter à l'évolution du monde et de cesser de prendre la part du pauvre à l'évolution du monde. C'est pourquoi j'ai essayé de codifier les étapes de l'évolution humaine en 5 parties, en 5 révolutions. Quoi. En tout cas, cette partie elle est très riche. Quand le Mandé Kalikan donc, qui a été recueilli auprès de Fadjimba Kanté, patriarche des forgerons de Tegekoro et chef de la confrérie d'Ozo de cette localité. Et donc, en conclusion, ce dernier dit: les enfants du Sanene et du Contron font à l'adresse du Mandé tout entier la proclamation suivante. Ça, je vais me permettre de le lire dans le livre parce que moi, je l'ai bu et je ne vais pas être avare, je vais le partager avec vous. Parce que c'est impressionnant à cette époque-là, l'ouverture d'esprit de ces Dozo-là, le recul qu'ils avaient par rapport à la valeur sacrée de l'être humain. Je vais vous laisser la primauté de le lire, donc ça commence par là. Il dit... oui, c'était juste pour marquer la partie. Il dit: les chasseurs déclarent, toute vie est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable à une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Les chasseurs déclarent, toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Les chasseurs déclarent que chacun veille sur son prochain, que chacun vénère ses géniteurs, que chacun éduque ses enfants, que chacun entretienne les membres de sa famille. Les chasseurs déclarent que chacun veille sur le pays de ses pères. Par pays ou patrie, il faut entendre aussi et surtout les hommes, car tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface deviendrait aussitôt nostalgique. Les chasseurs déclarent: la faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage non plus n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas pire calamité que ces choses-là dans ce bas monde. Tant que nous détiendrons le carquois et l'arc, la faim ne tuera plus personne au Mandé. Si d'aventure la famine venait à sévir, la guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves. C'est dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu, à fortiori mis à mort parce qu'il est fils d'esclave. Les chasseurs déclarent: l'essence de l'esclavage est éteinte ce jour d'un mur à l'autre du Mandé. La razzia est bannie à compter de ce jour au Mandé. Les tourments nés de ces horaires sont finis à partir de ce jour au Mandé. Quelle épreuve que le tourment, surtout lorsque l'opprimé ne dispose d'aucun recours. Quelle déchéance que l'esclavage. L'esclave ne jouit d'aucune considération nulle part dans le monde. Les gens d'autrefois nous disent: l'homme en tant qu'individu fait d'os et de chair, de moelle et de nerfs, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais son âme, son esprit vit de 3 choses: voir celui qu'il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Si une seule de ces choses venait à manquer, elle en souffrira et s'étiolerait sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent: chacun dispose désormais de sa personne, chacun est libre de ses actes dans le respect des interdits, des lois de la patrie. Tel est le serment du Mandé à l'adresse des oreilles du monde tout entier. Moi, je dis waouh. En fait, quand on a lu ça et on s'est dit qu'on vient du peuple qui, depuis le XIIIe siècle, a pu réfléchir à ça, et nous, aujourd'hui, avec toute cette interconnexion, avec toutes ces facilités de parler aux autres, de s'entendre, de se nourrir, on produit plus de bien aujourd'hui qu'il y a d'êtres humains. Mais on n'a jamais connu autant de démunis. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre société pour en arriver là, sachant qu'on a cet héritage? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il y a eu beaucoup de défaites. On a subi beaucoup de défaites. Et nos choix de résistance n'ont pas été heureux. Moi, je résume les choses comme ça. De la traite des esclaves à la colonisation, à l'indépendance,
nos choix n'ont pas été heureux. Et aujourd'hui, nous vivons, cachent les conséquences de beaucoup de mauvais choix. Et nous avons aussi la possibilité, parce que nous vivons la 5e révolution de l'humanité, la révolution du numérique, nous avons aussi les outils de nous remettre en cause, de reprendre les choses à zéro, de faire comme Sundiata l'a fait en 1236, un Benkan, et sur la base de ce Benkan-là, réorganiser la société avec des valeurs humaines qu'on a toujours défendues depuis la nuit des temps, et construire un nouveau Mali avec, et prendre surtout notre part de bonheur dans le développement du monde actuel. Et donc ensuite, vous parlez des leaders religieux, hein, notamment ceux de l'islam qui se disputent de plus en plus le pouvoir à l'administration publique sous des formes déguisées, services de maraboutage ou animation de sectes. Qu'est-ce que vous appelez secte? Bon, il y a beaucoup de chefs religieux maintenant qui ont leur adhérents. Et puis, ils s'organisent et ça a un fonctionnement mafieux des sectes. Et donc, c'est ça que j'appelle secte. Et de plus en plus, beaucoup d'avatars détiennent des manettes de pouvoir public et l'exercent de fait pour l'avantage de leur marabout. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que le Mali est devenu une république islamique mais officieuse? C'est même pas une république islamique, parce que quand on dit république islamique, ça veut dire que on se bat pour pouvoir imposer ce que en Asie ou dans les pays arabes on appelle la charia et tout. Non, c'est pas ça. C'est que c'est le nom de Dieu qui a été utilisé comme une marchandise. C'est-à-dire qu'ils vendent Dieu en petits morceaux. Voilà, et c'est du commerce. C'est du commerce. Chez nous, c'est du commerce. Le problème, c'est que ça marche. Énormément. Énormément. Et donc, vous allez être surpris, il y a très peu de cadres maliens qui n'ont pas son marabout. Et donc, le marabout, on croit au marabout, on va le voir, il va nous concocter des choses, il va nous libérer des mauvais sorts, il va enfin nous contrôler. C'est ça qui fait de nous un Mais en avatar. fait, il y a un paradoxe au Mali, et comme un peu partout dans la sous-région, hein, on n'a jamais eu autant de mosquées. Je crois que vous avez donné le chiffre de 22 ou 26 000. 23 000. 23 000 mosquées pour 17 millions d'habitants. On n'a jamais autant parlé de Dieu dans les radios, il y a des chaînes, je pense que bientôt il va y avoir des magazines, etc. On n'a jamais eu autant de prêcheurs, mais on n'a jamais eu autant de dépravation de nos mœurs. C'est vrai que l'homme malien aujourd'hui n'a jamais été aussi faux. Qui ment à qui? On se ment tous. On se ment tous. Donc le prêcheur ment, celui qui vient l'écouter ment, celui qui vend ses cassettes dans la rue ment. On se ment tous. Pourquoi? Parce que c'est ça que j'appelle le système des petits arrangements. C'est que comme il n'y a plus de règles pour faire fonctionner la société, on s'arrange. Chacun a son auto-entreprise. Voilà. Le policier au carrefour, le médecin à l'hôpital. Voilà. Tout le monde est dans le jeu. Quelqu'un avait dit que le président de la République fait semblant d'être président et les Maliens font semblant d'être dirigés. Et il n'a pas menti. parce que 17 millions de Maliens, on est tous 17 millions de présidents. Et vous en venez à dire quelque chose, je ne sais pas, vous n'avez vraiment pas peur. Vous êtes un infréquentable, je crois, le 3e infréquentable que j'ai reçu après Omar Mariko et Lamia Sadek. Vous dites, bref, je suis l'un des 17 millions de fils de cette société bâtarde du Mali, déconstruite par plusieurs siècles d'agression, de domination et de défaite. Elle est orientale sans l'être, occidentale sans l'être, africaine sans l'être, etc. Qui sommes-nous finalement? C'est ça qu'il faut construire aujourd'hui. Nous sommes, ce que je dis, nous sommes des enfants du XXIe siècle, d'un village planétaire. Nous ne sommes pas seuls au monde. Il y a tout un... Et le village, il nous a attrapés. Et avec cette vérité-là, qu'est-ce qu'on doit construire sur le territoire qui nous a été légué? Je prends un seul exemple pour vous montrer comment nous dysfonctionnons. Prenez votre papa ou votre grand-père et tout. Il a une fille. Il dit, je suis musulman. Et un forgeron, où il est peul, un forgeron ou un griot vient demander la main. Il dit non, je ne peux pas parce que vous êtes griot ou vous êtes forgeron. Quelle est la valeur
sur laquelle Ouais, il y a de la tricherie en fait. Voilà. Et donc, on n'arrive pas véritablement à se dire, voilà nos valeurs, voilà nos repères, voilà nos coutumes, voilà voilà nos règles d'aujourd'hui. Or, on s'est dit, on est parti à l'indépendance. Et tout le monde est devenu Horon. L'indépendance, juridiquement, donne le statut de Horonya à tout le monde. Là. Voilà. Et c'est ce que d'ailleurs, en regardant les archives des images de l'indépendance, c'est ce que le chroniqueur dit. 22 septembre 1960, Mali Horonyana. Donc, voilà. Et donc, maintenant, on est tous devenus des Horons juridiquement. Mais maintenant, comment construire dans les faits ce statut juridique? 50 ans, ce n'est pas beaucoup. Donc, on est en train, il faut maintenant qu'on le construise. Et c'est par là que quand les lois et les règles et la société vont faire corps, que tous ces petits arrangements-là vont s'arrêter. Et vous dites aussi que l'une des raisons du Banyangoya, c'est le Fadenya. C'est vrai que le... Non, justement, je dis, on le lie à ça. Je dis, mais on se trompe. Parce qu'à l'origine, le Fadenya, c'était pour faire de la concurrence saine. Oui, oui. Voilà. Et le Fadenya n'est pas une mauvaise chose. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens. À l'origine, ce n'était pas une mauvaise chose? Même maintenant, ce n'est pas une mauvaise chose si on le met à l'endroit. Sauf est-ce qu'il est à l'endroit? Non. Donc voilà, le Fadenya... C'est-à-dire rien n'est à l'endroit au Mali. C'est-à-dire c'est quand vous mettez une équipe de foot sur le terrain et que tout le monde veut devenir le 10, qu'il n'y a pas de gardien, qu'il n'y a pas de défenseur, qu'il n'y a pas Donc, un match de foot, le terrain, c'est des règles. Et les joueurs, chacun a sa place. Vous êtes défenseur, votre mission est connue. Vous êtes milieu récupérateur, votre mission est connue. Vous êtes attaquant, buteur, votre mission est connue, etc. Donc le but du jeu, c'est ça qui n'est pas connu. Donc en fait, toute cette art-là de la société qu'on vient de citer ont pour sous-bassement ou ont pour le plus petit dénominateur commun le Nyangoya. Ouais. Comment on pourrait définir le Nyangoya en bambara et ensuite en français? Difficile. On ne peut pas, comme je dis, c'est vraiment un processus qui s'est construit à long terme. Et aujourd'hui, ça a atteint un niveau que moi, je ne peux pas dire que c'est Nyangoya. Moi, je dis Banyangoya. D'accord. Et justement, quelle est la différence entre Nyangoya et... Je sais que Banyango vient comment dire ça, du produit, voilà, du court-métrage que vous avez fait passer à la télé. Ouais. Mais quelle est la différence entre Banyango et Nyango? Nyango, c'est, on va dire, égoïste. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir quelqu'un d'autre émerger. C'est-à-dire qu'il veut que tout au détriment de sa propre réussite. Voilà. Or, Banyango, c'est véritablement, comment dirais-je, synthétise tout ça. Égoïste, et ignorant, petit, très petit, etc., etc. Et donc, ça synthétise tous ces vices-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, il fait dysfonctionner la société. Ces prises de décision de consommation, par exemple, un Banyango, avec 50 000 francs, 100 000 francs, il va marier 4 femmes, il va faire 10 gosses. Dieu va pourvoir à l'éducation des enfants. Ce n'est pas lui. Mais vous dites aussi que c'est dû au fait de l'héritage qu'on a reçu de l'esclavage, parce qu'effectivement, l'esclavage a réduit les Africains à leur niveau le plus congru. En fait, vous n'arriverez à rien. Et donc, à un moment donné, cette culture-là, nous sommes appropriés. On a vraiment cru qu'on peut arriver à rien. Puisque je sais que je ne peux arriver à rien, pourquoi toi, tu vas arriver à quelque chose? Et donc, tout ce que vous entreprendrez, si ça passe par moi, je l'annule, peu importe si votre réussite engendre ma réussite, mais il ne faut pas que vous réussissiez. C'est un peu ça que vous expliquez. Oui, et c'est ça, le sujet, c'est-à-dire nous, on n'a pas encore pu sortir du logiciel de sujet qu'a créé la colonisation. Et le sujet, il est toujours en train de dire de belles choses devant son maître, et derrière, le maudit. Et c'est pour véritablement caricaturer le Banyango. C'est ça. Et maintenant, comment sortir du statut de sujet pour devenir citoyen? Citoyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est suffisamment informé pour agir en libre arbitre. On a un boulot. La rémunération de ce boulot, on adapte notre niveau de vie à cette rémunération. Et on participe à la solidarité
national en payant ses impôts, les taxes, en consommant. Quand on consomme, on fait aussi que l'économie marche. Voilà le Horon d'aujourd'hui, le citoyen d'aujourd'hui. Ben, c'est ce que nos Sauf ancêtres que appelaient les Horons. j'ai lu votre programme d'action pour la construction citoyenne avec le PAC, donc PACC. PACC. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une démission et aussi il y a une infantilisation de la Ouais. société malienne. C'est vrai qu'au Mali, comme le disait l'ami Abdoulaye Diarra, qui est un blogueur malien, il disait que l'espérance de vie au Mali est de 55 ans et on continue de dire à quelqu'un qui a 40 ans qu'il est jeune. Et donc, si on est jeune à 40 ans dans un pays où l'espérance de vie est de 55 ans, c'est qu'on est un adulte attardé. Ouais. Voilà, on est mentalement pas bien. Et les gens, on a comme l'impression que les gens, ils aiment être jeunes, ils aiment être qualifiés de jeunes. Or, moi, j'ai trouvé une décision à jeune, en tout cas appliquée au Mali. Jeune signifie irresponsable. Ça ne viendrait jamais à l'esprit de quelqu'un d'aller voir Karim Keïta et de dire, oh, le jeune, ou le général Sanogo. Ou, voilà. On dit jeune à des gens on peut malmener, on peut leur faire faire ce qu'on veut, des hommes de main. Et à côté de ça aussi, le socle de notre culture, c'est-à-dire que les griots, s'il y a une chose qui fait l'unanimité au Mali, s'il y a une identité nationale au Mali, c'est bien le griot. Si tout de suite je me fâche avec vous, peu importe ce que vous m'avez fait, le griot peut mettre fin à notre différend. On a vu le cas lorsque le ministre Iban Diaye a eu des problèmes avec l'ordre des magistrats au Mali. Dans une émission en direct sur le plateau de l'ERTM, il les avait qualifiés d'être des corrompus. Et donc, ils l'ont traduit en justice. Et comme on ne peut pas gagner un procès contre ceux qui disent la loi, donc il a été condamné avec une application immédiate de sa peine. Et il a eu l'intelligence d'esprit de contacter la confrérie des griots à l'époque, qui était composée de Djeli Baba Sissoko, Djeli Bazoumana et Djeli Barou Dambélé. Ils sont tous morts aujourd'hui, paix à leur âme. Et je vous raconte cette histoire parce que ces trois personnes, je les ai eues en face de moi qui m'ont raconté cette histoire. Et donc, je ne la tiens de personne, je la tiens de source officielle. Et ces gens-là ont permis, ils m'ont même expliqué les détails des négociations et ils ont permis à Iban Diaye de revenir un citoyen libre. Et donc, malgré qu'on ait perdu, malgré qu'on ait égaré, le griot est encore important. Sauf que le griot lui-même est en train de s'égarer. Et Djeli Baba Sissoko l'a dit, il y a une différence entre le Djeli et le Nyamakala. Le Djeli, c'est celui qui chante pour tout le monde, qui demande de l'argent à tout le monde, qui dit que tout le monde est beau. Le Nyamakala est chez lui. Il a son Djatigi. C'est son Djatigi qui s'occupe de lui. S'il ne vous connaît pas en tant qu'un Dia, il ne connaît pas vos parents, vos ancêtres, il ne vous chantera pas en public. Son Djatigi le suffit. Et donc aujourd'hui, on n'a plus de Nyamakala. Je me demande si le départ de Djeli Baba Sissoko n'est pas la fin du Nyamakalaya au Mali. Aujourd'hui, on a des griots. Et vous le dites dans votre livre, les diguiers sont des griots aujourd'hui. Une personne lambda, Keïta Traoré Diarra, devient un griot parce qu'il vous chante votre louange. Est-ce qu'on est foutu? Ah non, c'est des bases de reconstruction. Moi, c'est ce que je propose, par exemple, dans le PACC, où je propose qu'on prenne en charge directement la formation des griots dans leur école traditionnelle. C'est-à-dire, c'est ce que je faisais avec l'émission Mayamara, par exemple. L'émission Mayamara, les griots qui étaient dans l'émission, on les prenait, on leur apprenait le monde d'aujourd'hui. On leur disait, écoutez, vous chantez Sundiata, aujourd'hui vous chantez telle personne. En quoi il est Horon aujourd'hui? En quoi cet homme-là que vous chantez, il n'est pas riche, parce que c'était des pauvres qu'on amenait et les griots les chantaient. En quoi il est Horon? Et on lui expliquait en quoi il est Horon. Son enfant naît, il s'en occupe. Il l'inscrit à l'état civil. Il l'amène à l'hôpital. Il le met à l'école. C'est en cela qu'il est Horon. Et on leur apprend ces détails-là. Et comme ils ont, de leur famille, de père en fils, de grand-père à petit-fils, on leur apprend à parler, l'art de la parole, ils l'ont, et ça vient de leur école traditionnelle, et nous, on leur apporte du contenu en phase avec les réalités du XXIe siècle, en phase avec les réalités de l'économie d'aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on propose dans le livre. On propose de labelliser les mosquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mosquée devient un horonso. Voilà, toutes les mosquées
les leaders, c'est-à-dire l'Almami Falakou, le Muezzin, l'administrateur, ils sont formés à la citoyenneté. On leur forme, on leur apprend ce que c'est qu'un maire. Un maire, c'est quoi? Sa mission, c'est quoi? On leur apprend ce que c'est qu'un député, c'est quoi? Le président, c'est quoi? On leur apprend le fonctionnement de la société. On leur apprend la mise en œuvre, la mise en place des nouveaux systèmes de solidarité, etc., etc. Et les Muezzins, l'Almami, les trucs qui suivent ça, sa mosquée va être labellisée, mis dans oui, sur tout un un site processus. et tout, etc. Et tout. Donc à partir de là, nous allons apprendre à parler le même langage, à transmettre les mêmes valeurs, à faire de telle sorte que la société soit homogène. Parce que la déconstruction, elle est terrible. C'est pourquoi je dis, notre société, elle est orientale sans l'être, africaine sans l'être, Européenne, occidentale sans l'être. Voilà, parce qu'on part de coq à l'âne. Pour terminer, hein, donc vous semblez accabler aussi énormément la polygamie, sachant que dans votre livre, vous prenez pour exemple, en tout cas pour référence, Soundiata Keïta. Oui. Nare Famagan, qui est le papa de Soundiata Keïta, était polygame. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Je pars sur les trois bases de l'humain. Et vous allez perdre beaucoup d'amis. Hein, si... Oui, bon, moi j'ai plein d'amis qui sont polygames. et pour garder ça, pour défendre ces valeurs-là, comment quelqu'un qui gagne 50 000 francs peut s'occuper de 10 enfants aujourd'hui au Mali? Alors, Dieu n'est jamais descendu et faire la brique de quelqu'un à sa place. Dieu a dit, vous prenez une voie, je vous aide là-dessus. et donc, on ne peut pas. Il va falloir qu'on prenne conscience de ça. Que c'est vraiment un des axes forts de la construction de la Banyangwa. Le fait qu'on n'a pas les moyens, on marie plusieurs femmes, on fait des enfants, ces femmes se détestent. Et vous-même, vous fuyez la maison parce que c'est un enfer. Vous allez vous réfugier soit dans la mosquée, soit dans le grain, soit dans le bar. Et pendant ce temps, l'espace est laissé à lui-même. Les enfants ne peuvent pas s'auto-éduquer. Non. Ben voilà, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, la polygamie, véritablement, est un frein au développement du Mali. Et je l'affirme. Très bien, en tout cas, ça a été un honneur pour moi de recevoir Ali Winifred Ndiaye dans cette émission-là, Un livre et une histoire. Donc c'est une très belle histoire qui est racontée dans ce livre-là, c'est notre histoire. Comment reconstruire le citoyen malien, comment ramener le Horonya, c'est un peu ça que Ali Winifred Ndiaye est venu dire ici sur ce plateau-là dans notre émission. Ça a été un honneur, nous le remercions et nous en profitons pour dire à nos spectateurs de continuer à nous suivre, de soutenir nos émissions. Nous essayons de frayer des chemins et nous remercions tous ceux qui produisent des livres et qui passent chez nous pour en faire la promotion. Merci à tous. Merci Ali Winifred Ndiaye. Merci Elia.